comment analyses-tu ce qui s'est passé pour arriver à un cessez-le-feu à Gaza? Ou peut-être qu'il faudrait dire un pseudo cessez-le-feu, parce qu'il y a eu déjà à peu près une centaine de violations de cessez-le-feu et autant de morts du côté palestinien depuis qu'il a été déclaré. Euh, Comment tu analyses la chose et comment ça se déroule? Pourquoi finalement le Hamas a accepté, mais déjà je mets des guillemets parce que ça s'est un peu fait sans eux, quelque chose qui semble être un peu similaire à ce qui se disait déjà il y a quelques mois en arrière. Alors, effectivement, il faut comprendre la genèse, mais tu as, la question que tu poses, c'est déjà y répondre d'une certaine manière. Parce que, d'abord, tu ne m'as pas posé la question sur l'accord de paix. Non, Tu mais me je parles, pensais que ça va tu me en parles- découler. tu me parles de la question d'un cessez-le-feu. Or, en réalité, l'accord qui a été soi-disant accepté, ou accepté entre guillemets, c'est un accord de paix, théoriquement. Mais on voit bien que c'est de la théorie, puisque la pratique fait que ce n'est même pas un accord de paix. D'ailleurs, on voit là exactement ce, ce qui se passe à Gaza maintenant, c'est exactement ce que les Russes ne veulent pas avoir en Ukraine. Et c'est exactement la raison pour laquelle vous avez cette différence. Vous avez les Européens et les Ukrainiens qui veulent un cessez-le-feu sans rien derrière, alors que les Russes disent il nous faut un accord de paix à l'intérieur duquel il y aura un cessez-le-feu, mais il nous faut d'abord définir le processus de paix, s'engager sur un processus de paix. Et ce qui se passe à Gaza, c'est exactement, on a fait exactement ce que les Européens voudraient faire en fait en, En Ukraine? en Ukraine, c'est-à-dire on fait un cessez-le-feu avec le seul objectif, en réalité, c'était d'avoir la libération des prisonniers, des prisonniers détenus par le Hamas et des otages détenus par Israël, de façon à finalement satisfaire le gouvernement Netanyahou. Mais il y a derrière aucun processus qui a été entériné et accepté par les deux parties. Alors ça, c'est déjà la première remarque sur le traité ou l'accord lui-même, qui n'est, dans sa substance, pas un accord de paix. Et je te remercie d'utiliser le bon vocabulaire. Tu as bien dit Oui, oui, otage à et dessein, tout à Mhm. fait. Tout Merci à pour cette fait. Et je l'ai expliqué d'ailleurs dans mon livre, ceux qui clarté. veulent se référer, j'utilise, je suis très précis sur les termes et j'utilise les termes qui sont précis au niveau juridique par rapport à ça. Donc, je ne suis pas dans la propagande de nos médias, j'utilise les termes juridiques en fonction de définitions. Oui. Je n'utilise pas les termes simplement comme ça au hasard. Et c'est d'ailleurs le premier pas pour arriver à résoudre un conflit, c'est d'utiliser, d'avoir comment dire, des points de référence qui soient, comment dire, Des documentables, méthodologies. n'est-ce Mhm. pas? Et c'est pour ça d'ailleurs que le droit devrait être là, n'est-ce pas? La fonction du droit, ou du droit international, ou du droit international humanitaire même, c'est d'avoir des points de référence de façon à ce que tout le monde parle la même langue. Lorsque Israël dit que le droit international ne s'applique pas au peuple juif parce que c'est un peuple qui est supérieur aux autres, on est déjà là dans quelque chose qui indique on s'affranchit littéralement de la terminologie officielle et on peut dès lors avoir n'importe quel narratif qui permet du coup d'accréditer ou de justifier n'importe quelle action. Donc je reste sur une terminologie très précise et j'essaye de la maintenir le plus possible tant que faire se peut. Pour revenir à ce que je disais, on a fait donc un accord de cessez-le-feu, mais derrière l'accord de paix, alors effectivement, comme tu l'as dit, cet accord est dérivé d'idées qui avaient déjà été élaborées en 2024, en réalité, et puis qui venaient d'ailleurs des Palestiniens eux-mêmes, avec un plan de paix qui devait s'articuler en différentes phases, la première étant avec de cessez-le-feu, des restitutions de prisonniers, d'otages, comme on veut les appeler,
et la restauration de l'aide humanitaire. Comme premier élément, ensuite, il y avait différentes phases qui étaient prévues, mais qui devaient conduire à une paix, c'est-à-dire à un vrai dialogue entre Palestiniens et Israéliens, de façon à obtenir une paix durable. Et on a repris cette idée, mais Trump, qui est quelqu'un qui est plus intéressé par le show et l'apparence des choses qu'au contenu des choses, il a voulu tout de suite entraîner. On voit d'ailleurs qu'il a tout de suite fait une cérémonie très visible, très médiatisée à Sharm el-Sheikh pour médiatiser finalement son initiative. Mais cette initiative qui était pratiquement mort-née, qui n'avait aucune profondeur, c'est de la glace très fine, et on voit qu'aujourd'hui, tout est en train de s'écrouler. Alors, la question du Hamas, pourquoi le Hamas a accepté? Alors, il est important de rappeler que cet accord, tout d'abord, il a été discuté entre Trump, donc dérivé des discussions de 2024, comme je l'ai dit, et des projets qui existaient en 2024. Il a été discuté et retravaillé entre Trump et les pays arabes, les pays du Golfe, y compris l'Arabie saoudite, bien entendu. Et ils sont arrivés à un plan de 21 points le 27 septembre, qui a été publié le 27 septembre, qui a été publié dans la presse israélienne. Et puis, ce plan de 21 points, il a ensuite été pris par Trump, l'a pris, il a dit voilà, vous avez négocié, très bien, merci. Il est allé chez Netanyahou et il a renégocié ou rediscuté les termes de cet accord avec Netanyahou en privé, si tu veux, si on veut bien, en quatre yeux, entre lui et Netanyahou. Et on est ressorti avec un plan à 20 points, et de manière assez amusante, parce que j'ai fait la comparaison, j'ai fait une analyse comparative des deux. Je ne veux pas m'étendre là-dessus, parce que c'est un sujet, bon, ça nous mènerait à très longtemps, mais ce qui est intéressant, c'est que le point qui a disparu, puisque c'était 21, on arrive à 20, le point qui a disparu, c'est le point 18, si ma mémoire est bonne, du plan à 21 points, qui était le fait qu'Israël s'engageait à ne plus frapper le Qatar. C'est le point qui a disparu, qui avait été probablement demandé par les Qataris d'ailleurs lors de la discussion avec Trump, parce qu'évidemment, eux voulaient cette promesse qu'Israël ne les frapperait plus. Or, dans le plan à 20 points, c'est précisément le point qu'il y a dit. Ce qui montre d'ailleurs que cette discussion avec Netanyahou n'a fait qu'ajouter des éléments ou enlever des éléments par rapport à ce qui a été discuté au pays arabe, mais qui n'étaient pas en accord avec ce qu'ont dit les pays arabes. Donc, si on veut, Trump, au lieu de mettre tout le monde autour de la table avec un texte, il dit maintenant, mettez-vous d'accord sur le texte, et puis je repasse dans 1 heure, et puis vous, Arabes, Israéliens, vous êtes mis d'accord. Il n'a pas du tout fait ça. Il a pris un texte, et puis il est allé par itérations successives pour essayer d'avoir un texte. Puis quand il l'a eu, quand il a vu le texte éternité, ben, il l'a simplement envoyé au Hamas, puis il a dit vous avez 3 ou 4 jours pour accepter, sans quoi vous recevrez le feu de l'enfer sur la tête. Voilà. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et quand je parle de l'enfer, c'est ce qu'il a dit, hein, c'est le terme qu'il a utilisé. Et par conséquent, le Hamas a été mis dans une sorte de dilemme, si on veut bien. Et le Hamas s'est très vite aperçu que cet accord, ben évidemment, il a été fait par les Israéliens et les Américains. Il ne fallait pas compter à ce qu'il soit favorable aux Palestiniens. Donc, ils se sont très bien rendus compte de ça. Mais ils se sont dit la chose suivante. Le calcul a été le suivant, et c'est intéressant parce qu'on a naturellement des comptes rendus des discussions qu'il y a eu au sein du Hamas sur cette question. Et ils ont fait le calcul suivant. Ils ont dit, si on n'accepte pas, on sera tenu pour responsable de la fin de ce processus. Et par conséquent, les Israéliens vont trouver toutes les raisons possibles et imaginables pour nous écraser encore plus. Et les Américains, comme on a refusé, eh bien, ils donneront un blanc-seing à Netanyahou pour qu'il continue le massacre. Donc, on a, stratégiquement parlant, intérêt à accepter, même si ce n'est pas favorable, parce que comme ça, on se met au moins dans le camp de ceux qui ont accepté.
et de ceux qui sont prêts à faire un pas en avant. Donc c'était déjà très habile d'accepter. Et dans la déclaration qui a été faite par le Hamas, qui n'a pas été publiée d'ailleurs dans nos médias, mais qui a été publiée sur le Truth Social, le Twitter de Trump, là, son réseau social, il l'a publié intégralement. Le Hamas a dit on est d'accord, mais il y a encore des points qui doivent être négociés, sur lesquels nous ne sommes pas d'accord et qui méritent encore, qui doivent être encore négociés. Alors, le problème, c'est que Trump a pris ça comme une acceptation, mais il a évidemment totalement oublié qu'il y a encore des éléments qui doivent être négociés. Et par conséquent, on a une situation aujourd'hui où le Hamas s'est mis dans une position qui stratégiquement est plutôt favorable puisqu'ils ont accepté, mais par ailleurs, les revendications qu'ils ont ou qu'ils avaient n'ont pas encore trouvé de réponse du côté américano-israélien. Par conséquent, une situation difficile. Le Hamas savait, et ça fait partie d'ailleurs des considérants, que le traité ne tiendrait pas. Et ça fait aussi partie de la réflexion. C'est-à-dire, ils ont dit, on sait que le traité, Israël ne respectera pas le traité. Mais si on n'accepte pas, nous en serons tenus responsables. Alors que si on accepte et qu'Israël rompt le traité, ce sera Israël qui l'aura fait. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit les violations de cessez-le-feu et on peut dire c'est à cause d'Israël, ce n'est pas les Palestiniens. Et donc, les Palestiniens, alors vous allez me dire, ça leur fait une belle jambe parce qu'ils se font, massacrer dans leur bon droit. Ce qui ne change pas beaucoup la situation qu'on connaît depuis près de 80 ans. Mais néanmoins, ça crédibilise leur position dans le reste du monde, n'est-ce pas? Et ça permet surtout à tous ceux qui se sont mobilisés en faveur d'Israël, alors je ne parle pas des démonstrations et des manifestations dans la rue, mais je parle surtout de ceux qui se sont mobilisés au niveau de certains gouvernements qui ont pris position, qui ont voulu reconnaître l'État de Palestine, etc., etc. Donc, de ce point de vue-là, le Hamas est un peu crédibilisé par rapport aux autres. Et même par rapport à Trump, puisqu'on s'aperçoit que même Trump, aujourd'hui, comprend que le Hamas ne veuille pas démilitariser. N'est-ce pas? La question lui a été posée. Il a dit oui, mais effectivement, il y a beaucoup de difficultés, il y a des gangs, etc. Donc, il faut leur laisser des armes. Donc, on s'aperçoit que la position du Hamas d'avoir dit oui, mais les a placés dans une position qui est stratégiquement beaucoup plus favorable que la position israélienne. Les Israéliens sont des gens à vision alors à la fois courte et longue, c'est-à-dire qu'elle est courte dans la mesure où ils savent que quoi qu'ils fassent, ils n'auront pas de répercussions. Par conséquent, pour eux, c'est feu libre. Ils peuvent massacrer des enfants pour le plaisir, comme ça a été dit dans la presse israélienne, je n'invente pas le terme, des soldats israéliens qui tuaient les enfants pour le plaisir, comme hobby, même certains ont dit, qui visaient les enfants. Donc on parle de viser les enfants spécifiquement, on ne parle pas simplement de tirer sur les Palestiniens, on parle d'enfants visés sur les enfants qui étaient faits par plaisir. Mais est-ce qu'on voit le gouvernement suisse s'élever là contre? Non, personne ne s'élève là contre. Le gouvernement allemand? Certainement pas. Donc on voit que les Israéliens peuvent finalement se permettre n'importe quoi. Alors après, ils pleurent quand on dit qu'ils font un génocide. Oui. Et vous avez des pays qui vous disent mais non, c'est pas un génocide parce qu'il n'y a pas assez de morts. Ils voudraient qu'il y ait plus de morts pour qu'on puisse appeler ça un génocide. C'est assez ahurissant de voir la réaction des pays occidentaux. Mais bref, on ne va pas entrer là-dedans tout de suite. En tout cas, mais ce qu'on appelle donc le Hamas a eu une position finalement très stratégique par rapport à ce traité. Et ben, comme on pouvait s'y attendre, parce qu'Israël n'a jamais respecté un seul traité qu'il a signé. C'est une chose qu'on connaît depuis 1948, et on pourrait même dire depuis 1947, à vrai dire.
avant même que l'État d'Israël existe, les Juifs, parce que si on regarde la résolution 181 du Conseil de l'Assemblée générale des Nations unies, on parle des Juifs et des Arabes, hein, puisqu'il n'y a pas encore d'État d'Israël. Donc, je prends le terme juif dans ce sens-là. Les Juifs de Palestine n'ont jamais respecté aucun traité qui a été signé, et a fortiori ceux qui, depuis l'Europe, les soutiennent le fait qu'Israël ne respecte pas ces traités, et que par conséquent, on est dans une situation où Israël, finalement, tue des gens, massacre des gens, tout ça c'est documenté, mais en réalité perd la guerre, parce que, ou je dirais, ce qu'ils ont gagné, c'est un profond mépris de l'ensemble de la planète. Et ce mépris qui, à l'origine, est dirigé sur les actes d'Israël, ce n'est pas le judaïsme qui est condamné par ce mépris, c'est les actes des Israéliens, du fait que la communauté juive, alors c'est très vrai en France, en Allemagne, etc., en Suisse, cette communauté soutient l'action d'Israël de manière totalement aveugle, et bien du coup, ce mépris s'est étendu à toutes ces communautés, non pas parce qu'elles sont juives, mais parce qu'elles soutiennent activement une politique qui est clairement à l'encontre du droit humanitaire international et qui vise, comme l'a dit les Nations Unies, un génocide. Donc, oui, les Palestiniens continueront à souffrir physiquement de cette guerre, mais ils en ressortent quelque part grandis autrement, n'est-ce pas? C'est ça qui est... Alors que les Israéliens tuent des gens, mais ils en ressortent profondément diminués. J'entends pas diminuer physiquement, mais diminuer dans la perception du reste du monde. Et ça, c'est probablement un calcul que les Israéliens, dont ils ne mesurent pas encore totalement l'impact, mais on le voit aujourd'hui, tout d'un coup, ils commencent à voir ça lorsque les athlètes israéliens, par exemple, sont refusés aux championnat du monde d'athlétisme, ou je ne sais pas exactement ce qui est pas en Indonésie, je ne suis pas très au fait des activités sportives, mais ce que j'ai vu, c'est que les athlètes israéliens, on leur avait refusé un visa pour participer à ces actions. Alors, personnellement, j'avoue que, d'une manière générale, je pense que le sport devrait plutôt être un pont entre les gens et ne devrait pas être utilisé à des fins politiques. Le problème, c'est que quand on exclut les Palestiniens, quand on exclut les Russes, quand on exclut tous ceux qu'on n'aime pas, les Iraniens ou je ne sais pas qui, alors il ne faut pas s'attendre à ce que les Israéliens bénéficient d'un autre traitement. Je pense que d'une manière générale, les compétitions sportives devraient être des terrains où la politique ne s'exprime pas. Quelle que soit la situation, quel que soit le degré d'implication d'Israël dans le génocide, le terrain sportif devrait rester neutre, avec toutefois le caveat que lorsqu'on a des athlètes qui ont participé au massacre de Palestiniens, comme on l'a vu durant les récents Jeux olympiques en France, où certains athlètes ont participé à des actions à Gaza, eh bien là, il devrait y avoir, par contre, pour ceux qui sont coupables de crimes, alors ça c'est autre chose, parce que là, on est dans des questions littéralement pénales, et là, le sportif doit être sportif, le sport doit rester, à mon avis, un terrain neutre, doit rester un pont entre les sociétés, entre les pays, entre les communautés, entre les continents, et ça, pour moi, ça c'est très clair. Mais la limite doit être naturellement vers le fait que les sportifs doivent aussi avoir un comportement sportif. Et s'ils vont massacrer des enfants pendant le week-end, ensuite faire du sport et ensuite pleurnicher parce qu'ils n'ont pas accès à des compétitions sportives, là, ça ne marche pas.
Mais le sport devrait être ce terrain. Le problème, c'est que les Occidentaux ont commencé avec ce type de comportement, en excluant le Bélarus, la Russie, tout ça. On fait supporter en fait aux athlètes le fait qu'on n'aime pas leurs dirigeants. Alors ça, c'est à mon avis totalement inacceptable. C'est valable pour les Israéliens, c'est valable pour les Russes, les Chinois, tout ce que vous voulez. Ça, là, il faut être cohérent avec soi-même, mais là aussi, l'Occident n'est pas cohérent. Et c'est là, de nouveau, on revient à cette décrépitude de l'Occident par rapport à ses propres valeurs, qui montre qu'on a deux poids, deux mesures pour tout. Il y a les gentils, il y a ceux qu'on peut massacrer, il y a ceux qu'on ne peut pas massacrer. Et ça, c'est exactement le message que vous entendez dans la RTS, etc. J'ai d'ailleurs débunké ça dans mes livres à plusieurs reprises. C'est absolument sidérant de voir qu'on accepte le massacre de certaines personnes parce qu'ils sont trop ceci, pas assez cela, etc. Et ça c'est inacceptable.